à l'école primaire. Et en particulier, j'ai travaillé à la constitution, et je travaille toujours, à la constitution de recueils des textes officiels sur l'enseignement des maths à l'école primaire, de la Révolution française à nos jours. Donc un premier recueil a été publié déjà en 2003 par l'Institut national de recherche pédagogique, dans le cadre des travaux du service d'histoire de l'éducation, de publication de textes officiels. Il y a d'autres recueils de textes officiels qui ont été publiés aussi, sur l'enseignement secondaire, en particulier un gros recueil de Bruno Bellost, publié en 1995, qui va aussi de qui commence à la Révolution française. Jusqu'à présent, ces recueils vont jusqu'en 1914. Je travaille actuellement avec d'autres collègues, en particulier avec Hélène Gisper, à la publication de la suite, c'est-à-dire du XXe siècle. Mais c'est plus compliqué, et donc ça prend encore un petit peu de temps. Voilà. Donc je voulais remercier donc Françoise Guimier de m'avoir invité à votre journée. Mon propos aujourd'hui, alors, part d'un texte qui a provoqué quelques polémiques. Peut-être en avez été-vous au courant. Donc un avis de l'Académie des sciences sur l'enseignement du calcul qui est paru en janvier 2007, et peu de temps après, Luc Trouche, qui s'occupe du site EducMath de l'INRP, m'avait demandé de produire un texte par rapport à ça, comme il a fait à d'autres d'ailleurs, souvent plutôt didacticiens, une réaction par rapport aux propositions de l'Académie des sciences. Et donc j'avais pris le parti de mettre ce texte en perspective historique, c'est-à-dire le point de vue de l'historien n'est pas de dire aujourd'hui c'est bien, avant c'était pas bien, ou au contraire aujourd'hui c'est pas bien, avant c'était bien. Donc était plutôt de mettre ce texte, ou certaines propositions de ce texte en perspective historique, et je vous propose donc quelques variations autour de ce texte que j'ai commis et qui se trouve sur le site EducMath, avec d'autres textes. Il y a un texte de... bon, j'ai plus les auteurs, mais vous trouverez facilement, en allant sur le site EducMath, l'ensemble des auteurs qui ont contribué à un certain nombre de contributions. Je me demande s'il n'y a pas de contribution de Michel Artigue. Donc voilà, en particulier, alors, il me semble que ce texte sur l'enseignement du calcul, évidemment, c'est des propositions qui concernent l'école élémentaire, qui ont abouti à une circulaire en mars, une circulaire de l'ex-ministre de l'Éducation nationale Gilles de Robien, et aussi à une refonte des programmes de l'école, enfin une refonte, un nouveau texte de programme de l'école élémentaire qui date d'il n'y a pas très longtemps, que j'avoue je n'ai pas encore regardé bien attentivement. Donc effectivement, ce que je vais raconter aujourd'hui est peut-être un peu décalé, étant donné que l'actualité est allée très vite depuis le mois de janvier. Ceci étant, ça ne change pas fondamentalement les choses. Je voudrais donc développer 4 points qui ont été soulevés par cet avis de l'Académie des sciences, que vous pouvez télécharger très facilement en allant sur le site de l'Académie des sciences. D'abord, une proposition d'avoir un enseignement, je cite, aussi précoce que possible des 4 opérations. Donc c'était une proposition de l'Académie des sciences. Deuxièmement, introduire la proportionnalité, je cite aussi, via la traditionnelle règle de 3. Troisièmement, une référence assez insistante dans cet avis, qu'on retrouve ensuite d'ailleurs dans les textes officiels, sur une référence aux situations concrètes. Et enfin, l'idée d'établir une liaison entre géométrie, calcul et dessin. Et donc c'est sur ces 4 points que je voudrais donner un peu une perspective historique qui peuvent éventuellement permettre de mesurer la portée des propositions qui ont été faites récemment.
Et donc je commencerai par la question de l'enseignement aussi précoce que possible des 4 opérations. Alors, pourquoi vous savez peut-être que ça a été un débat récemment, en particulier, faut-il commencer à enseigner la division de la grande section de maternelle, hein, en gros, si je veux schématiser. Je crois qu'il faut ramener cette question à comprendre, essayer de comprendre pourquoi, finalement, on a enseigné les 4 opérations dès les premières années, jusqu'à la fin du maths moderne, disons en gros, hein, pourquoi on a enseigné les 4 opérations dès l'entrée à l'école. Alors, cette institution d'un enseignement précoce et simultané des 4 opérations trouve en fait son origine dans la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école républicaine, hein, avec les programmes de l'école élémentaire de 1882. Bon, mais cette évolution s'est faite par étapes, et je voudrais remonter un petit peu avant les années 1880, pour bien comprendre le processus. Au début du XIXe siècle, d'abord l'apprentissage du calcul constitue la dernière étape des études que l'on fait à l'école primaire. C'est-à-dire qu'on apprend dans cet ordre, lire, puis écrire, puis compter. Donc il y a une hiérarchie des apprentissages. Qui est renforcée par le prix de la rétribution scolaire, qui est que ça coûte plus cher d'apprendre à écrire que d'apprendre à lire, et ça coûte plus cher d'apprendre à compter que d'apprendre à lire et à écrire. Donc cette hiérarchie des apprentissages est renforcée par le prix que les parents vont payer pour que leurs enfants puissent apprendre à calculer. Apprendre à calculer revient donc plus cher qu'apprendre à lire et à écrire. Et donc, un double handicap pour l'apprentissage du calcul à l'école, qui reste donc avec un coût souvent dissuasif pour les familles. Et on a des témoignages, énormément de témoignages, qui nous montrent que vers 1830, très peu d'enfants, en fait, apprenaient à calculer à l'école primaire. Et il faut attendre le début des années 1850, donc le Second Empire, pour voir une transformation des pratiques d'enseignement, avec, à partir de ces années-là, une insistance sur un enseignement conjoint du lire, écrire, compter dès le commencement de la scolarité, et avec donc l'idée que l'école, plutôt les apprentissages, le coût des apprentissages, hein, l'école est encore payante, hein, l'école primaire aussi, même s'il y a pas mal de dispositions de gratuité, l'idée que le coût de la scolarité n'est plus en fonction de ce qu'on va apprendre, à lire, à écrire ou à compter, mais en fonction de l'âge des élèves. C'est-à-dire que ça va coûter moins cher, les premières années de la scolarité vont coûter moins cher que les dernières années de la scolarité. Voilà, et donc c'est le moment où en fait on va essayer de répartir les élèves en divisions, hein, en 3 divisions, généralement en 3 divisions, dont l'héritage ensuite ça va être le cours élémentaire, le cours moyen et le cours supérieur qui n'existe plus. Et puis donc avec une rétribution scolaire en fonction de ces divisions. Et donc évidemment là, il y a l'obstacle financier qui va progressivement être levé, hein, et en particulier avec la gratuité scolaire de l'instruction primaire à partir de 1880, cet obstacle va être définitivement levé. Et donc, il n'y a plus d'obstacle, finalement, progressivement, à ce que l'enseignement du calcul se fasse dès l'entrée à l'école. Bon, mais on peut encore constater que vers 1863, hein, un tiers des enfants quittent l'école sans avoir appris ne serait-ce que des rudiments de calcul. Donc, il y a encore un tiers des élèves qui ne sont pas concernés. Et vers 1880, il y a un certain nombre d'enquêtes d'inspection générale quand l'école républicaine se met en place au début des années 1880. Et on peut constater qu'il existe encore des régions rurales, alors la Bretagne en fait partie, je suis désolé, où les enfants ne commencent le calcul que lorsqu'ils savent déjà écrire couramment. Donc vous voyez que c'est un processus de très longue durée, hein, pour imposer
l'apprentissage précoce du calcul. Alors, apprentissage précoce du calcul ne veut pas forcément dire apprentissage précoce des 4 opérations dès le début. Alors, cette idée d'apprendre les 4 opérations plus ou moins simultanément dès l'entrée à l'école est une idée des années 1880, avec l'organisation d'un système d'enseignement qu'on appelle un enseignement concentrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enseignement concentrique? Eh bien, c'est l'idée que les élèves ayant une scolarité courte, hein, les élèves de l'école primaire c'est l'école du peuple, hein, on pourrait dire jusqu'en 1960. Hein. C'est l'école du peuple, la scolarité y est courte, on quitte ses études vers 11, 12, 13 ans maximum, pour rentrer ensuite dans la vie active, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, il faut que les élèves acquièrent rapidement un certain nombre de connaissances. Et il s'agit aussi de faire en sorte que, de pallier la désaffection des élèves. C'est-à-dire que, théoriquement, l'école est obligatoire à partir de 1882 jusqu'à 13 ans, mais en fait, dans les faits, à partir de l'âge de 10-11 ans, il y a déjà des élèves qui s'en vont ailleurs. Les scolarités ne sont pas forcément régulières, malgré l'obligation scolaire, etc. Donc, l'idée est que, et c'est une idée d'ailleurs qui a pointé le nez avant 1880, en particulier à Paris, de faire en sorte que, quelle que soit la longueur de la scolarité, finalement, quel que soit le temps que les élèves vont passer à l'école, eh bien, ils auront les connaissances de base. Donc, si on veut qu'ils aient les connaissances de base, même s'ils passent que quelques années à l'école, il faut qu'on donne ces connaissances de base dès le début. Et ça va contribuer à remodeler assez considérablement la façon d'enseigner les mathématiques à l'école primaire par rapport à une tradition qui s'était établie jusqu'aux années 1860-1880, c'est-à-dire non plus un apprentissage successif des notions mathématiques, mais un apprentissage conjoint d'un grand nombre de notions mathématiques. C'est à partir des années 1880 que la géométrie trouve vraiment droit de cité à l'école élémentaire, commencer dès le début de l'école, alors que traditionnellement, on apprend la géométrie après avoir parcouru l'arithmétique, etc. Et alors, les opérations là-dedans, eh bien, s'il faut apprendre les notions conjointement, eh bien, il est logique d'apprendre les 4 opérations conjointement aussi, en entrant à l'école. Bon, conjointement, il y a une certaine progressivité quand même, mais il n'y a pas... on voit les 4 opérations inscrites non seulement au programme des cours élémentaires, cours moyens, cours supérieurs, hein, mais aussi au programme de ce qu'on appelle à l'époque la classe enfantine pour les enfants de 5-7 ans, hein, et donc dans son équivalent de l'école maternelle. Ce sera en gros la grande section de maternelle aujourd'hui. Alors, cette disposition... Voilà, donc vous voyez, ça c'est un texte de 1853 il y a des règlements départementaux hein, dans les années 1850 qui sont imposés par il y a un canevas général qui est donné par le ministère, et puis après chaque département adapte son règlement, et on a énormément de règlements départementaux hein, vers 1850 qui demandent que dès l'entrée à l'école, les élèves soient exercés au calcul oral, évidemment, ils ne savent pas forcément écrire. C'est aussi une des difficultés, et on y reviendra, de l'enseignement du calcul. L'enseignement du calcul était principalement... l'arithmétique était principalement une discipline écrite. Ramener son apprentissage vers l'amont de la scolarité change aussi les pratiques enseignantes. Hein. Comment faire pour apprendre le calcul avec des élèves qui ne savent pas forcément écrire, etc. Et éventuellement pas lire. Voilà. Alors, donc cette disposition, les 4 opérations précoces, va être prorogée. Eh bien, alors, donc, on a vu là, c'est les programmes de 1882. Qui vont donner donc cette impulsion, hein, prorogée avec les programmes de 1923. Hein,
il n'y a pas de changement de programme en calcul hein, entre 1882 et 1923, donc 40 ans de stabilité. Et puis prorogé ensuite avec les nouveaux programmes de 1945, hein, où il y a des programmes, il y a la Deuxième Guerre mondiale, on fait quelques vagues, mais je passe, avec quelques aménagements. Et cette disposition, en fait, cet apprentissage précoce des 4 opérations restait en vigueur jusqu'en 1970. C'est-à-dire, jusqu'en 1970, c'est la date à laquelle un nouveau programme, d'ailleurs qui s'appelle mathématiques cette fois-ci, et pas calcul ou arithmétique, comme ça pouvait être avant, est publié dans le cadre de la réforme des maths modernes. Alors, le programme de 1970 propose un apprentissage beaucoup plus gradué des 4 opérations et rompt d'ailleurs avec la logique de l'enseignement, ou cherche à rompre avec la logique de l'enseignement concentrique, hein, qui fait que l'enseignement concentrique, qui fait qu'on étudie chaque année chaque notion en allant toujours plus largement, hein, en développant chaque notion un peu plus profondément. Le programme de 1970 essaye de rompre avec cette logique. Par exemple, le cours préparatoire, avec les programmes de 1970, hein, l'apprentissage arithmétique ne dépasse pas la comparaison de 2 nombres et leur addition. Point. Alors, pourquoi cette transformation? Parce que l'école a changé d'architecture. Entre 1945 et 1970, l'école a changé d'architecture. La scolarité obligatoire a été repoussée à 16 ans. Et il y a ce qu'on appelle la démocratisation, ce que j'appellerais la démocratisation de l'accès à l'enseignement du second degré, ce qui n'est pas forcément la démocratisation de l'enseignement du second degré. Et il y a donc un nombre important, et à terme, avec le collège unique d'ailleurs, tous les élèves, mais c'est déjà l'objectif des années 60, faire que tous les élèves rentrent en 6e. Et donc, avec cette prolongation de la scolarité, il devient possible, d'abord, l'école primaire n'a plus besoin de préparer rapidement ses élèves, en plus à rentrer dans la vie active, j'y reviendrai, mais donc on peut prendre son temps. On peut repousser certains apprentissages. Alors il y a la psychologie de l'enfant qui vient se rajouter par là-dessus aussi. Hein. Mais donc l'idée c'est qu'on peut prendre son temps, on peut repousser un certain nombre d'apprentissages du côté du collège, hein, et donc étaler dans le temps les apprentissages de l'école élémentaire. Donc il y a un certain nombre de considérations évidemment d'ordre psychopédagogique qui interviennent là-dedans, mais aussi c'est une conséquence, il me semble, cette transformation, une conséquence du changement de fonction de l'école primaire, qui ne prépare plus ses élèves à rentrer dans la vie, mais, et donc qui devait lui donner les moyens d'y rentrer rapidement, mais qui va déboucher sur le collège. Donc ça, c'est un premier aspect pour comprendre un petit peu comment on en est venu d'une certaine façon à étaler les apprentissages des opérations à l'école élémentaire, qui n'est pas sans répercussion sur l'enseignement du collège, il me semble, et aussi pour comprendre quelle était la situation antérieure à laquelle un certain nombre parfois de mathématiciens d'ailleurs, parfois réputés, font référence en faisant référence au programme de 1945 pour expliquer éventuellement qu'ils étaient supérieurs aux programmes actuels. Alors, deuxième point, c'est sur la règle de 3 et les fractions, qui est une proposition, donc, le retour à la traditionnelle règle de 3, c'est-à-dire, en fait, alors, on pourrait se poser la question de qu'est-ce que c'est que la traditionnelle règle de 3, car si on va examiner des manuels, des ouvrages d'arithmétique du XVIIIe siècle, on a peu de chances de tomber en fait sur ce qu'on appelle généralement la méthode de réduction à l'unité, hein, c'est-à-dire une méthode qui s'est imposée au début du XIXe siècle
mais je vais revenir là-dessus. Donc voilà, où on fait un raisonnement, 6 mètres coûtent 51 francs, donc 1 mètre coûte 6 fois moins, et donc 9 mètres coûtent, etc. Je pense que tout le monde connaît ça, je n'apprends rien à personne. Alors, effectivement, l'Académie des sciences proposait de renouer avec, avec la traditionnelle règle de 3. Cette méthode était peu usitée et, au début du XIXe siècle. Je pense même, alors qu'il faudrait, c'est quelque chose que je n'ai pas exploré, mais je pense même qu'elle n'était pas usitée. Et elle s'est popularisée à partir des années 1830-1840, popularisée à l'instigation des inspecteurs primaires principalement, mais aussi dans les manuels scolaires ou dans la presse pédagogique. Et elle s'impose à partir de 1850. Elle s'impose, je pense qu'elle s'impose comme exercice scolaire, et j'aurais tendance à penser que la traditionnelle règle de 3, comme dit l'Académie, est en fait une construction scolaire, et je vais m'en expliquer. Cette règle de 3, c'est la méthode de réduction à l'unité, consiste à faire résoudre par les élèves des problèmes relevant de la règle 3 qu'on pouvait trouver dans tous les manuels d'arithmétique du XVIIIe ou même d'avant, mais en utilisant non pas la théorie des proportions, mais en utilisant seulement les 4 opérations d'arithmétique. Donc il y a un choix, je ne vais pas dire épistémologique, mais il y a quand même un choix de contenir la résolution des problèmes relevant de la règle de 3 dans le domaine de l'arithmétique. Et donc, du coup, d'ailleurs, la théorie des proportions est rejetée hors du champ scolaire, ce faisant. Alors, c'est pourquoi la règle de 3 ? Bien parce qu'elle permet de raisonner. Elle permet de raisonner un problème, et c'est parce qu'elle permet de raisonner qu'elle va trouver d'ailleurs une certaine fortune scolaire. On voit bien d'ailleurs ici, il y a raisonnement sur ce manuel. Elle permet de raisonner à une époque où la géométrie qui est la discipline du raisonnement, on pourrait dire, au sein des mathématiques, où la géométrie n'est pas ou quasiment pas enseignée à l'école primaire. Alors, l'emploi de la règle de 3 selon cette méthode va se généraliser, va être encensé dans tous les manuels, c'est absolument la règle qu'il faut utiliser, etc., etc. Il y a des conférences pédagogiques où, au tout début, enfin dans les années 1830-1840, les inspecteurs primaires qui font des conférences pédagogiques font la promotion de la méthode de réduction à l'unité, etc., etc. Mais en fait, on s'aperçoit que son emploi systématique est assez souvent contesté. Si par exemple vous examinez l'article « Problème » du dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, alors je vous signale d'ailleurs que le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson est disponible sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, donc en PDF, c'est un peu lourd à télécharger, il faut bien dire. Mais donc vous avez plein d'articles qui concernent l'enseignement mathématique, problèmes, géométrie, arithmétique, etc., etc. Et l'INRP vient de mettre en ligne tout récemment une version texte et non pas PDF du nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson qui a été publié en 1911 avec des articles un peu remaniés, enfin parfois beaucoup remaniés par rapport à la version de 1882. Pour l'objet qui nous intéresse par exemple, il est intéressant de voir que si l'édition de 1882 de ce dictionnaire a des entrées arithmétiques, géométrie, algèbre, etc., l'édition de 1911 n'a qu'une entrée mathématique. Et avec un regroupement des différentes branches de cet enseignement. Alors, donc, revenons à la règle de 3. Dans cet article problème du dictionnaire de pédagogie de l'instruction primaire, eh bien, l'inspecteur général Pierre Lessène, qui a d'ailleurs laissé beaucoup de manuels scolaires, signale, je le cite, l'abus dangereux quand on l'applique aux problèmes les plus simples. Et on voit beaucoup d'auteurs de manuels dénoncer l'emploi machinal de cette méthode, alors que c'est aussi un procès que l'on fait à l'usage de la théorie des proportions. C'est
c'est contre l'emploi machinal de la théorie des proportions que s'impose en fait l'idée de faire un raisonnement avec la méthode de réduction à l'unité. Donc on dénonce l'emploi machinal de cette méthode, on en dénonce aussi les absurdités qui peuvent apparaître parce que, en particulier quand le numérateur devient inférieur au dénominateur, on aboutit sur des fractions d'ouvriers ou des choses comme ça. Et donc, évidemment, on recommande énormément la prudence. Et vers le milieu des années 50, on peut observer qu'il y a une remise en cause, au-delà des discours, peut-être un peu plus profonde, avec des méthodes proposées qui commencent à se diversifier. Par exemple, l'emploi de solutions graphiques. Et on a une instruction ministérielle, alors certes qui concerne la classe de 6e, de 1957, hein, qui va recommander d'établir, quand l'occasion se présente, je cite, des correspondances entre des grandeurs variables. Donc on a l'émergence, je dirais, d'un changement de point de vue, en fait, aussi sur les outils que l'on va utiliser pour résoudre les problèmes relevant de la règle de 3 à partir du milieu des années 50. Cette instruction, d'ailleurs, je vais la citer intégralement, nous dit « On peut remarquer à ce propos que dans le cas de grandeurs variant proportionnellement, la considération de telles suites de nombres pourra parfois rendre inutile le recours à la règle de 3 et à son automatisme non exempt de danger. » Donc il y a beaucoup de préventions, et les préventions commencent à s'imposer au niveau des instructions officielles au milieu des années 50. Alors cette notion de proportionnalité est assez largement liée dans la vie des académiciens à la question de la manipulation des fractions. Et c'est quelque chose que l'on peut retrouver aussi dans les programmes de 1945 par exemple, hein, mais une des différences entre qu'on peut observer dans les propositions des académiciens pardon, je raconte une bêtise. Oui, qu'est-ce qui se passe dans les programmes de 1945 si on les observe dans la longue durée par rapport au programme précédent? Eh bien, c'est que les programmes de 1945 font étudier la règle de 3 avant les fractions, alors que traditionnellement, on était plutôt dans l'autre sens. Et d'ailleurs, cette inversion qui a eu lieu en 1945 a été assez largement contestée, c'est-à-dire qu'on étudie la règle de 3, puis après on en revient aux fractions, avec des choses un peu compliquées sur lesquelles je vais revenir, un ordre d'études sur lequel je vais revenir, a été assez loin de faire l'unanimité, hein, et on peut voir dans des comptes rendus de conférences pédagogiques qui ont eu lieu autour de 1954-55 que les instituteurs étaient assez fortement mécontents de ce renversement d'ordre d'études. Alors, voilà un petit schéma très rapide pour voir un peu l'évolution que je vais commenter très rapidement, pour voir un peu l'évolution sur l'étude des fractions et par rapport à la règle de 3 depuis 1882. Traditionnellement, on étudie les fractions ordinaires avant d'étudier les fractions décimales. C'est-à-dire que les fractions décimales sont, et puis ça date d'avant 1882, hein, les fractions décimales en fait s'imposent quand le système métrique commence à s'imposer, et donc finalement les fractions décimales n'apparaissent que comme des cas particuliers de fractions, des fractions ordinaires. Et en 1923, et puis la règle de 3 vient par la suite. En 1923, il y a un renversement, et qui est lié à un renversement plus profond de la façon de l'apprentissage de la numération. En particulier parce qu'on va s'appuyer sur les décimaux pour la numération, et en particulier sur les questions de monnaie, donc les pièces de monnaie, les centimes, etc. C'est une façon de s'appuyer. Pardon ? Il y avait surtout les sous à cette époque, des subdivisions de la monnaie qui étaient... Voilà, mais bon, c'est donc 2 et 5. Hein, les nombres 2 et 5 sont les nombres clés des programmes, vont être des nombres clés, hein, qui vont apparaître, renforcés d'ailleurs en 45. Donc on va s'appuyer là-dessus. Donc on va, à partir des décimaux, on va passer des décimaux aux fractions décimales, et puis après on va étendre aux fractions ordinaires. Et les programmes de 1945, vous voyez, inversent cet ordre, c'est-à-dire que les décimaux s'apprennent
ne s'apprennent plus à partir des fractions, en fait, hein, finalement, à partir de 1923. Pourquoi? Parce que le système métrique est complètement intégré, hein, et on va se servir beaucoup du système métrique pour aborder les nombres décimaux. Et donc, ce retournement ici, qui est fin 1945, dont je parlais tout à l'heure, et qui est assez contesté. Bon, mais si on observe les programmes de 1945, on pourrait constater qu'ils vont beaucoup moins loin que les propositions de l'Académie des sciences. Car l'Académie des sciences préconisait l'étude des nombres premiers, la décomposition en facteurs premiers pour la recherche du QPCR, afin de pouvoir opérer sur les fractions et les réduire au même dénominateur. Alors, on peut noter que ces notions que je viens d'évoquer étaient portées au programme du cours supérieur pour les 11-13 ans en 1882, et qu'elles ont été supprimées en 1923, considérant comme... Alors, les instructions ont un large passage là-dessus. Je citerai juste une phrase. Hein. Les mathématiques ont bien d'autres chapitres aussi élégants. L'histoire, la philosophie, les lettres, les sciences de la nature, l'astronomie n'offriraient-elles pas, sans fin, des chapitres rivalisant de charme avec les nombres premiers? Mais hélas, l'art est long et les années sont brèves. Voilà. Donc, on coupe tout ce qui est appelé à l'époque arithmologie pour revenir aussi à l'essentiel. Hein, et on veut tenir compte effectivement de la brièveté des scolarités. Bon, mais si les programmes de 1945 vont par exemple parler de caractère de divisibilité, vont parler, ça va être surtout en vue pas de réduction même de dénominateur, mais pour simplifier l'idée c'est de pouvoir simplifier les fractions. L'idée c'est qu'on s'aperçoit que finalement l'usage des fractions en fait devient de plus en plus rare dans la vie courante, en particulier précisément à cause du fait que le système décimal s'impose, et que finalement les calculs relatifs aux problèmes relevant de la proportionnalité eh bien, n'utilisent que la multiplication et la division des fractions et rendent complètement inutile tout ce qui peut être autour de la réduction même des dénominateurs. Et d'ailleurs, c'est ce point de vue-là qui est adopté dans les programmes de 1970 de l'école élémentaire, c'est-à-dire, dans le cadre de l'étude de la proportionnalité, les fractions en fait sont des chaînes d'opérateurs hein, que l'on peut multiplier, simplifier, inverser, mais tout ce qui est autour de l'addition ou de la soustraction des fractions est complètement évacué de ce fait. Alors, je viens sur un troisième point, c'est sur la référence à ce qu'on peut appeler des situations concrètes. Donc les académiciens proposaient en janvier hein, que l'enseignement du calcul puisse, je les cite, se référer à des situations concrètes. Et que l'on s'appuie sur, je les cite encore, sur la résolution de problèmes concrets. Alors cette référence au concret est une caractéristique majeure de l'enseignement primaire tel qu'il s'est développé au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Alors, pour une raison en particulier, c'est que cet enseignement s'adresse à de jeunes enfants. Et ça, c'est la nouveauté de la deuxième moitié du XXe siècle, du XIXe siècle, c'est que c'est un enseignement du calcul qui s'adresse à de jeunes enfants. Et donc, on n'enseigne pas le calcul de la même façon à des jeunes enfants qu'à des préadolescents, et qui possèdent déjà des éléments de lecture ou d'écriture. Et donc, on va donner davantage de place à l'oral, mais aussi davantage de place à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une méthode inductive, hein, où les enfants on va mobiliser l'expérience sensible des enfants, mobiliser aussi leur curiosité naturelle, comme on dit à l'époque, etc. Leurs besoins d'activité. Et on va s'orienter, en particulier pour les plus jeunes, d'un recours à des objets matériels, dont l'objet le plus emblématique est le boulier, hein, qui s'est d'abord d'ailleurs popularisé dans les écoles maternelles, ou dans les ancêtres des écoles maternelles, pour après pénétrer un peu les premières années de l'école primaire. Alors, donc on
va se diriger vers un apprentissage mathématique qui va être assez fortement ancré dans l'observation et la manipulation. Et une instruction de 1923, enfin un extrait, une phrase des instructions de 1923 nous dit partout l'opération manuelle doit précéder l'opération arithmétique. Donc on est bien dans ce schéma-là pour l'école élémentaire. Mais la référence aux situations concrètes renvoie aussi à un autre aspect de l'école primaire avant les années 60, c'est le fait qu'elle accueille des enfants qui, dans leur très grande majorité, vont entrer tôt dans la vie active et qu'elle doit donc approprier son enseignement à leur destination sociale et professionnelle. Et l'enseignement mathématique n'échappe pas à cette logique, c'est-à-dire que les résolutions de problèmes vont être des résolutions de problèmes pratiques qui rendent compte de situations usuelles. Et on en a ici un exemple avec un recueil de problèmes que vous pouvez trouver intégralement sur Gallica également. Problème présentant l'application des opérations de l'arithmétique aux diverses branches du commerce et de l'industrie, qui a été publié par les Frères des écoles chrétiennes entre 1860 et 1920 à peu près. Et on voit bien que ce manuel est assez typique de cette conception instructiviste de l'enseignement mathématique, c'est-à-dire des mathématiques instructives. On a un index, alors déjà on voit toutes les applications, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, à l'économie domestique, aux constructions civiles, au chemin de fer, à la métallurgie, à l'exploitation des mines et des carrières, à l'évaluation des surfaces et des volumes, etc. etc. Et un index analytique, l'ouvrage se termine par un index analytique qui va permettre au maître d'aller choisir ses problèmes en fonction de la notion qu'il veut étudier. Donc si vous voulez faire par exemple un exercice d'arithmétique sur les allumettes chimiques, eh bien vous allez voir le problème 1100, 1101 et 3035 et vous aurez des problèmes sur les allumettes chimiques, etc. Et on peut même constater que on a des entrées qui nous donnent en même temps une petite définition de certaines notions qui sont abordées dans ce recueil. Par exemple, Avélanède, que je ne connaissais pas avant, on désigne sous ce nom le gland d'une espèce de chêne qui croît dans les contrées du Levant, etc., etc. Donc, en même temps, on fait des mathématiques, on fait de l'arithmétique, mais on a aussi une petite encyclopédie des connaissances usuelles que l'on peut, dont les élèves qui vont rentrer tôt dans la vie active et dans la vie professionnelle également, pourront utiliser. Et si on va voir les problèmes à l'intérieur, on peut voir par exemple qu'une machine à coudre fait 800 points à la minute, alors qu'une couturière n'en fait que 60. Que le moellon d'Arcueil est plus onéreux que le moellon de Passy pour la construction, et que les mines du Potosi ont été découvertes en 1545. Donc on a aussi un autre recueil qui est à la Bibliothèque nationale, mais qu'on peut peut-être trouver ailleurs, qui est plus spécialisé, mais qui est dans le même ordre d'esprit. C'est un recueil de problèmes sur les engrais et l'alimentation du bétail, qui est paru en 1899. Donc vous voyez, une conception des mathématiques instructives, c'est-à-dire qu'on résout des problèmes, mais aussi on apprend des choses. Alors, évidemment, si pour les responsables de l'enseignement primaire, il n'y a pas forcément d'antinomie entre le caractère utilitaire de l'école primaire et sa dimension éducative, cet ancrage dans la vie courante, qui est d'ailleurs renforcé en 1945, si on compare les instructions de 1923 et de 1945, on voit très bien qu'il y a un renforcement du côté de l'utilitaire. Cet ancrage dans la vie courante, qui vise à marquer, je cite, en 1945, la volonté d'une relation étroite entre les mathématiques de l'école et les nécessités de la vie. Cette dimension-là va susciter progressivement de fortes réserves après la Deuxième Guerre mondiale. En particulier parce qu'on estime que bien, tous ces problèmes pratiques, qui sont censés rendre compte de situations réelles, sont en fait des problèmes trop souvent factices,
Et puis, on pense aussi que cette forte attention donnée à la dimension pratique va minorer l'aspect proprement éducatif de l'enseignement du calcul, même peut porter atteinte à ce qu'on pourrait appeler l'esprit mathématique. C'est-à-dire, on ne va pas privilégier l'esprit mathématique des élèves, mais plutôt des résolutions de problèmes, au fond du compte, assez machinales, etc. Donc, il y a une critique assez forte de cette tonalité pratique de l'enseignement primaire des mathématiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais de toute façon, cette tonalité pratique n'a pas résisté au mouvement de démocratisation de l'enseignement, et on revient à quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure. À partir du moment où les élèves de l'école primaire vont tous au collège, et donc poursuivre vers des études plus longues, il n'est plus la peine que l'école... alors là, évidemment, il n'est plus la peine que l'école élémentaire dispose des notions pratiques qui apprennent à se débrouiller dans la vie. Et donc, les instructions de 1970, d'ailleurs, indiquent qu'il ne s'agit plus de leur faire acquérir des techniques de résolution de problèmes suggérées par la vie courante, mais, je cite cette la circulaire du 2 janvier 1970, leur assurer une approche correcte et une compréhension réelle des notions mathématiques liées à ces techniques. Donc là aussi, on a un changement de point de vue qui s'opère, assez largement lié au fait que l'école primaire change de fonction. Alors, j'en viens à mon dernier point, qui est sur la question calcul, géométrie, dessin. L'Académie des sciences estime, je cite, le lien entre géométrie et calcul doit être recherché dans des activités de dessin. Si on regarde un petit peu l'histoire, on peut voir que l'enseignement de la géométrie à l'école primaire a de forts liens avec l'enseignement du dessin. Des liens qui naissent dans les premières décennies du XIXe siècle, lorsque des méthodes qu'on appelle des méthodes de dessin linéaire vont s'institutionnaliser dans l'école. Alors qu'est-ce que c'est que le dessin linéaire? Le dessin linéaire, c'est une méthode de dessin qui a été en France inventée, alors je mets des guillemets autour d'inventer, parce qu'évidemment ça n'est pas comme ça du jour au lendemain, mais disons que la première méthode de dessin linéaire publiée en France a été publiée par le mathématicien Louis-Benjamin Franqueur, premier élève de la première promotion de l'école polytechnique, pour enseigner le dessin aux élèves des écoles primaires. Qu'est-ce que c'est que... Donc c'est une méthode de dessin élémentaire et qui est fondée sur le tracé de figures géométriques. Traditionnellement, au XVIIIe siècle, on apprenait le dessin à partir de la figure humaine, comme les artistes. Tout le monde apprenait le dessin comme les artistes. Et l'idée là, c'est de faire une méthode d'abord qui soit plus rapide, qui s'apprend en un temps plus court, donc une méthode de dessin à partir des figures de la géométrie, des figures simples de la géométrie. Alors les élèves dessinent, donc là on a un exemple sur un manuel, les élèves dessinent donc des droites, des angles, puis après ils vont passer à tout ce qui relève de la courbe, et puis après ils vont mettre tout ça ensemble, on va voir quelques exemples. Ici c'est une leçon qui consiste à, alors c'est du dessin à vue, qui n'est pas du dessin à main levée. Ici l'exercice consiste en fait, non pas à dessiner des figures géométriques, mais à savoir de diviser à vue des segments, donc en 2, en 3, etc. Et puis diviser aussi à vue des angles, des choses comme ça. Et donc, une fois qu'on a appris à dessiner les figures géométriques, on peut les rassembler en des figures un peu plus complexes, et ça peut donner ce genre de figures où finalement il y a principalement des droites et des arcs de cercle. Alors, progressivement, cette méthode de dessin géométrique à main levée,
va aussi on va aussi instituer un enseignement à la règle et au compas, parce qu'on estime que le seul dessin à main levée n'est pas suffisant, qu'il faut donner un peu plus que le dessiner à la règle et au compas va permettre de donner un peu plus de rigueur, etc., de faire des figures un peu plus rigoureuses. Et cet enseignement, vous voyez, qui finalement est quand même très proche de la géométrie, va s'institutionnaliser en 1833 comme une application de l'enseignement de la géométrie au niveau d'une nouvelle institution qui apparaît à cette époque-là, qu'on appelle les écoles primaires supérieures. C'est du primaire prolongé, si vous voulez, c'est pour des élèves de 12-15 ans. Et donc, d'ailleurs, il y a une discussion à la Chambre des députés. Il y a des députés qui proposent d'enseigner le dessin linéaire, et puis d'autres, souvent polytechniciens, liés à l'école polytechnique, qui vont dire oui, mais alors si on enseigne le dessin linéaire, on apprend les applications de la géométrie, mais on n'a pas fait la théorie, donc il faut que les élèves apprennent la théorie avant de faire les applications. Et c'est ça qui a contribué à l'introduction de la géométrie dans l'enseignement primaire en 1833 au niveau des écoles primaires supérieures. Et après, la géométrie va s'institutionnaliser au niveau de l'école élémentaire en 1882. Et donc, dans ce cas, vous voyez, le dessin linéaire est considéré comme une application du cours de géométrie. Considéré comme une application du cours de géométrie. Donc, ça, par exemple, c'est une planche qui est issue, et donc ça va donner d'ailleurs naissance à de nouveaux types de manuels de géométrie qui... on ne verrait pas ça dans le manuel de Legendre, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont donner des applications des notions étudiées sur des objets pratiques. Et à ce moment-là, on a donc un enseignement de géométrie pour lequel le dessin, les activités de dessin sont une préparation. Ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des activités préparatoires, si vous voulez. Une préparation à certaines notions, et puis en même temps, le dessin linéaire va fournir tout un éventail d'exercices d'application, par exemple, sur le raccordement des cercles, par exemple, des choses comme ça, quand on s'intéresse à des profils de moulure. Donc, vous voyez donc, ce type d'exercice qui peut être fait par des élèves au début du XXe siècle. Alors, ces liens entre géométrie et dessin se sont resserrés sous la Troisième République, lorsque l'enseignement de la géométrie s'institutionnalise à l'école élémentaire. Et pour les élèves de l'école élémentaire, les principales activités, c'est observer, dessiner, reconnaître, nommer des figures. Et les activités de dessin sont évidemment, les activités de dessin sont un support tout à fait important pour initier à la géométrie. Donc, vous voyez, ce type de dessin, on est au cours supérieur, donc là, c'est des élèves théoriquement entre 11 et 13 ans, un élève théoriquement entre 11 et 13 ans, qui a fait ce type de dessin. Mais une autre activité va venir se superposer aux activités de dessin dans le cadre d'un enseignement géométrique que je prendrai au sens large, c'est le travail manuel. Car le travail manuel s'institutionnalise aussi en 1882. C'est une matière de l'enseignement primaire à partir de 1882. Mais très rapidement, ce travail manuel qui, initialement, avait une vocation assez pas professionnalisante, donc pré-professionnalisante, avec l'organisation d'ateliers du bois, d'ateliers du fer, etc. Le problème, c'est qu'un atelier, ça coûte cher, c'est comme ça d'ordinateur aujourd'hui. Et donc, les enseignants, les maîtres, se sont souvent rabattus sur, et puis ça figure quand même un petit peu au programme, sur des activités plus légères, avec des matériaux plus légers, de travail de découpage, pliage sur papier ou carton. Et donc, tous ces exercices de pliage, de découpage, etc., de cartonnage, sont alors, dès le milieu des années 1880, et puis ça va se renforcer par la suite, sont envisagés en fait comme l'équivalent des travaux pratiques
de travaux pratiques pour les sciences expérimentales. Et donc, des manuels scolaires, des revues pédagogiques vont publier des tableaux de concordance. Voici un, là, c'est issu d'un manuel qui s'appelle l'année préparatoire de travail manuel, d'un dénommé Palmyre Martin, 1893, qui a été plusieurs fois réédité, où on va trouver un tableau de concordance entre le cours de géométrie, hein, ça c'est le cours de dessin, parce qu'il y a un programme de dessin, et le cours de travail manuel. Et donc on a une espèce de regroupement un petit peu de ces trois disciplines, hein, qui se nourrissent l'une l'autre, d'une certaine façon. Et on peut trouver des traces. Alors bon, ça, vous voyez, c'est un extrait de cet ouvrage, hein, donc avec des pliages. Là, c'est un ouvrage de travail manuel. Hein. Un certain nombre de pliages, des choses comme ça, mais on trouve aussi des travaux d'élèves. Alors j'ai des travaux d'élèves, il y a un recueil qui est conservé aux archives départementales de Rouen, qu'un instituteur a compilé, et avec un certain nombre de réalisations d'élèves d'une école, où il explique très bien ce qu'il fait. Il dit d'abord où il a trouvé ses sources, et puis il explique assez bien la complémentarité qu'il voit dans ces différentes activités. Donc voilà, ça c'est d'autres élèves. Hein, donc là c'est découpé au canif. Hein. Ça sera au cutter aujourd'hui, j'imagine. Et donc voilà. Et avec d'ailleurs en plus il explique bien que parfois les élèves du cours supérieur ont collaboré avec les élèves du cours moyen. Donc, certaines collaborations au sein de la classe. Donc voici un autre exemple qui est aussi conservé aux archives de Rouen. Ça c'est extrait d'un cahier d'élèves, d'une compilation aussi faite par un instituteur à Nice. Un instituteur à Nice qui est axé sur un cours de dessin. Mais on voit bien que, en fait, ce cours de dessin, bien, il lie à la fois... donc c'est censé être des travaux de dessin. Hein. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, l'enseignement du dessin, jusqu'à 1909, était un enseignement très largement fondé sur la géométrie. Dans la suite du dessin linéaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on voit bien sur ce travail d'un élève qui s'appelle Ignace Brun, qui date de 1900-1902 par là, que il y a de la géométrie, hein. Il y a du calcul éventuellement, il y a tout un tas de choses qui apparaissent. Ici, ça c'est un dessin, et ça en fait c'est collé dans le cahier, on voit une ombre ici, hein. En fait ça c'est un collage, il y a du découpage là-dedans, du coloriage de figures géométriques. Donc cette complémentarité, c'est peut-être autre chose. Voilà, c'est peut-être intéressant de lire ce texte qui est le commentaire de l'instituteur qui a compilé les travaux qu'on vient juste de voir. Presque toujours l'objet de la leçon de dessin se prête à un petit exercice de découpage. Le bénéfice de cet exercice, c'est de rendre souvent tangibles les éléments théoriques étudiés. Exemple, l'étude des triangles, des polygones, des volumes, etc. Outre cela, l'élève éprouve une satisfaction légitime à réaliser des figures toujours un peu abstraites qu'il a tracées sur le papier. Dans l'étude du cube, par exemple, il a sous les yeux la démonstration évidente de ses propriétés et de sa formation. Parce qu'évidemment, on va aussi réaliser des objets en volume dans le cadre du travail manuel. Alors, en fait, cette façon de concevoir l'enseignement de la géométrie s'est assez largement propagée au XXe siècle. On peut voir vous voyez cet ouvrage de 1949, hein, arithmétique, classe de fin d'études, certificat d'études primaires. La classe de fin d'études, c'est pour les 13-14 ans, hein, le certificat d'études primaires, ça passe à 14 ans. Et on voit bien dans le sous-titre, hein, arithmétique, calcul mental, système métrique, géométrie, dessin, travail manuel, en leçons complètes et concordantes. On a bien une intégration au sein de la discipline arithmétique, si telle est la façon dont on l'entend à l'époque, hein, comme on peut voir au titre là-haut,
l'intégration d'activités qui ont été intégrées d'une certaine façon à l'enseignement mathématique. Et donc voici par exemple ce que propose, alors c'est pas la même, c'est une édition un peu antérieure, mais c'est à peu près la même chose hein, qu'on peut trouver dedans. Voilà des façons d'approcher l'étude du carré, par exemple, un médiane et diagonale, comment on utilise ça, en faisant des pliages, etc. Avec application, découper deux carrés, etc., disposer les 8 carrés, arrangement décoratif, dessiner en l'agrandissant, le carrelage, etc. Donc il y a tout un tas d'activités qui viennent s'organiser en fait autour de la notion étudiée. Et on trouve, vous voyez, la même chose aussi autour du losange, avec un exercice d'intelligence et des exercices pratiques. Alors, cette façon d'envisager l'enseignement de la géométrie et cette complémentarité entre arithmétique, géométrie, mais aussi dessin, travail manuel, va rester une constante jusque dans les années 1960. D'ailleurs, les instructions de 1945, après celles de 1923, rappellent que l'enseignement de la géométrie consiste essentiellement en des exercices d'observation et de construction faits en liaison avec le dessin et le travail manuel. Donc c'est quelque chose qui s'institutionnalise, d'ailleurs on pourrait penser plutôt dans les classes à l'origine, et qui va devenir après la norme au niveau de l'institution. Et donc, on a de nombreux manuels scolaires, comme vous pouvez le voir, qui proposent aussi des exercices, là on peut voir directement liés à du pliage, mais aussi beaucoup de frises. Énormément de manuels du milieu du XXe siècle proposent, à chaque chapitre, il y a une frise géométrique qui correspond au chapitre étudié. Donc des frises géométriques, des pliages, des découpages, éventuellement accompagnés d'applications numériques. Alors je ne sais pas s'il y en a sur cette page, mais c'est pas très grave. Et donc qui témoignent de la fortune de cette configuration, peut-être aussi de sa pertinence. Alors, l'abandon de cette façon d'envisager les choses, je crois qu'on peut l'imputer à la réforme des maths modernes, c'est-à-dire que quand on observe les ouvrages des années 70, on n'est plus du tout dans le même modèle, dans la même approche de la géométrie, mais on peut quand même constater que donc il y a un relatif abandon dans les réformes des maths modernes, donc on peut constater que le dessin géométrique est revenu à la mode dans les années 80, en particulier grâce à certains travaux faits dans certains IREM qui ont fait des travaux là-dessus, et que c'est redevenu aujourd'hui, en tout cas le dessin, les activités de dessin, sont probablement redevenues une activité assez essentielle pour faire découvrir la géométrie à l'école élémentaire. Alors pour conclure, parce que je vois que j'étais probablement un petit peu trop long, une question qui peut être posée par rapport aux propositions de l'Académie des sciences, qui fait implicitement référence à l'école de la Troisième République, c'est les programmes d'avant la réforme des maths modernes, disons pour faire vite, étaient-ils de bons programmes et permettaient-ils d'avoir des élèves performants? Car un des enjeux de la vie de l'Académie des sciences, ce qu'ils appellent une de leurs observations, c'est de dire de nombreuses observations convergentes indiquent une insuffisante maîtrise du calcul dont les fondements se mettent indiscutablement en place à l'école primaire, etc. Et donc, je crois qu'il y a toute une question à se poser, parce qu'il y a un certain nombre de discussions à ce propos. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, les élèves étaient meilleurs avant, aujourd'hui, etc. Alors, je crois que pour répondre à cette question, à laquelle je ne répondrai pas, car je pense que ce n'est pas le travail de l'historien, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. D'abord, c'est que l'école primaire, même l'école primaire de l'après-Deuxième Guerre mondiale, même si elle scolarisait l'ensemble de tous les petits Français, ne les envoyait pas tous dans les classes du premier cycle secondaire.
ou même dans les cours complémentaires. Il y avait donc un certain nombre d'élèves qui quittaient le cursus, leurs études, à la fin de l'école primaire, à l'issue du cours de fin d'études, vers l'âge de 13 ou 14 ans. Alors, et d'ailleurs, vers 1960, il y a encore 40% d'élèves qui quittent l'école à l'âge de 14 ans. Alors, s'il s'avère que les élèves des classes de fin d'études avaient probablement des connaissances de base insuffisantes, et plusieurs enquêtes des années 1950 montrent que leurs camarades des classes de 6e des lycées étaient plus ou moins dans le même cas, à l'issue d'ailleurs d'un examen réputé difficile. Si bien qu'à cette époque, il y a le thème de la baisse du niveau a pu mobiliser les esprits un moment. Alors, les programmes de 1945 ont été assez critiqués par les instituteurs, mais on peut penser que, qui souligne eux-mêmes d'ailleurs une faiblesse des élèves en calcul. On parle de faiblesse des élèves en calcul, c'est un thème de réflexion dans les années 1950, le niveau de calcul des élèves, des connaissances de base. Bon, mais on peut voir aussi que ce qu'on appellera aujourd'hui l'effet maître est aussi invoqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les programmes qui induisent des problèmes quant au niveau des élèves, mais il y a aussi les pratiques de classe, tout un tas de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il me semble surtout que quand on invoque que cette période-là a mis en lumière, en réalité, a rendu visible toute une catégorie d'élèves qui commencent à accéder aux études longues et qui crée un choc chez les enseignants des lycées, parce que c'est une catégorie d'élèves à laquelle ils n'étaient pas habitués. Il y a une explosion du nombre d'élèves scolarisés dans les années 50, qui vont vers l'enseignement secondaire, qui est très important. Et le fait qu'en 1960, une circulaire ministérielle demande aux enseignants de l'école élémentaire, je cite, d'établir les fondations solides et durables de tout l'édifice scolaire, et de faire en sorte que les élèves de 6e qui entrent toujours plus nombreux les élèves de l'école élémentaire qui entrent toujours plus nombreux en 6e, que ces élèves, je cite encore, n'hésitent pas sur le sens d'une opération arithmétique, et ce qui veut dire que cette compétence n'était pas forcément acquise, et, je cite encore, ne commettent pas des erreurs dues à une connaissance imparfaite des tables, ce qui prouve qu'elle n'était probablement pas toujours su, et donc significative de cette évolution. Et donc, une chose est sûre, c'est que les programmes de l'école élémentaire jusqu'aux années 60 avaient un objectif, c'était avoir des élèves qui calculent vite et bien, et pour pouvoir résoudre des problèmes de la vie courante. Mais si cette façon de penser pouvait paraître en phase au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien qu'avec le développement de la scolarisation prolongée, ce nombre toujours plus important d'élèves qui va rentrer dans l'enseignement secondaire, le fait aussi que la durée des études des élèves devient toujours de plus en plus longue, ces programmes, en fait, apparaissent progressivement inadaptés aux évolutions de l'institution. Et donc, évolution dans l'organisation des cursus, mais aussi, qui s'allonge et se démocratise, mais aussi évolution de ses objectifs, parce que l'école primaire n'a plus pour objectif, depuis les années 60, de préparer à la vie, mais elle a pour objectif de préparer au collège. Voilà, je vous remercie.